La France pratiquait jusqu'à cette année une autre politique de vaccination. Bien que la tuberculose soit en nette régression sur son territoire, le BCG continuait d'être administré. Il restait même obligatoire pour les enfants. L'obligation de vaccination n'est pas toujours bien vécue par les parents. C'était le cas de Sonia Ladet à Paris. La jeune femme voulait inscrire son fils de 2 ans à la crèche, mais pour être admis dans l'établissement, il devait être vacciné. Sonia avait cependant de bonnes raisons de refuser le vaccin. Pour l'inscription, il y a l'obligation de faire vacciner son enfant par le BCG, entre autres, vaccination obligatoire. Et mon plus jeune avait une contre-indication au BCG, c'est-à-dire qu'il a un eczéma assez important. Et le pédiatre a déconseillé de faire vacciner l'enfant. J'ai apporté le certificat de contre-indication et ils n'ont pas accepté ce certificat. La directrice de la crèche, simplement, elle a peur parce qu'elle m'a dit que si elle prenait des enfants qui n'avaient pas ce vaccin, on lui fermait son établissement. Et il y a plusieurs haltes-garderies qui ont le même problème à Paris. Je suis obligée si je veux le faire garder dans une halte-garderie publique ou privée, je dois le faire vacciner. Le vaccin BCG est généralement administré à l'âge de 6 mois. Le petit Malôme a lui aussi été vacciné. Sa grand-mère nous montre une boule sur l'épaule du nourrisson, visible encore 2 mois après la vaccination. Tiens, attends, ben voilà, regardez. Vous voyez, sur son épaule. Voilà. Et ça a été plus grand? Ah oui, c'était nettement plus grand, oui. Enfin, ça lui faisait mal, je pense, pendant 2-3 jours, et puis on ne savait pas, on ne comprenait pas pourquoi. C'était une telle boule, c'était une grosse boule rouge et toute noire autour. Et puis, bon, donc on est allé demander au dispensaire, et ils ont dit qu'effectivement, il y avait quelques soucis avec ce vaccin. Et là, c'est une vraie piqûre. Ah, mon pauvre chaton, c'est une vraie piqûre qu'on vous fait. Il s'agit ici d'une affection bénigne. Pour autant, une grande partie des enfants vaccinés présentent des éruptions cutanées visibles encore plusieurs mois après la vaccination. En France, le BCG est l'un des vaccins les plus critiqués par les parents et les pédiatres. La politique vaccinale par le BCG va changer en France prochainement. Le vaccin BCG ne suffit pas à éliminer la tuberculose dans un pays, car il ne protège qu'à peu près à 50% contre la tuberculose pulmonaire, qui est la forme contagieuse de la maladie. Il y a une réflexion qui va, je pense, aboutir prochainement. Tout le monde est d'accord pour évoluer vers une levée de l'obligation vaccinale, mais de garder pour l'instant une recommandation forte du vaccin BCG chez les nourrissons qui vivent dans une zone où il y a encore beaucoup de tuberculose. Et on pense notamment à la Guyane française, mais également à l'Île-de-France, c'est-à-dire la région de Paris et sa banlieue, qui garde une fréquence de tuberculose qui est encore nettement au-dessus de la moyenne nationale. C'est fini, c'est pouvez la prendre. La clinique Heckeshorn à Berlin est spécialisée dans le traitement des maladies respiratoires. Le professeur Robert Lodenkemper s'apprête à passer la visite chez un patient atteint d'une forme sévère de tuberculose dont l'agent pathogène résiste aux antibiotiques classiques. Ces agents résistants proviennent notamment d'Europe de l'Est où leur nombre augmente chaque année. Un constat qui alarme particulièrement les médecins. L'abandon en cours de route de certains traitements est l'un des principaux facteurs de sélection des bacilles résistants. Wir werden bald ein neues Röntgenbild machen, zu sehen, ob es da auch besser geworden ist. Мы сделаем на днях новый рентгеновский снимок, чтобы посмотреть. Das ist ja ein relativ junger Patient, der kommt aus. Il s'agit d'un patient relativement jeune,
originaire d'ex-URSS. Il est porteur de bactéries résistantes, celles-là même que nous redoutons le plus avec la tuberculose. Ce patient est très difficile à soigner parce que les germes en cause résistent aux 5 principaux traitements et sa tuberculose est étendue. Nous allons faire une radio pour voir comment elle évolue. Regardez ces petits trous de chaque côté. C'est la tuberculose qui s'étend, notamment au niveau des lobes supérieurs des poumons. On appelle ces trous des cavernes. On parle aussi de trous de Mitt ou de trous de gruyère. Dans un cas comme celui-là, le risque de transmission est très élevé parce que le patient rejette beaucoup de bactéries en toussant. Le danger est réel. Il ne faut pas dramatiser, mais nous devons rester vigilants et prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'une nouvelle épidémie de tuberculose ne se déclare chez nous. Au début, c'était les mêmes symptômes que la grippe. J'avais de la fièvre, des maux de tête, des courbatures. Je pensais que c'était une grippe et je suis resté couché 3 ou 4 semaines. Mais les symptômes ne disparaissaient toujours pas. À l'époque, mon médecin n'a pas diagnostiqué de tuberculose. Il pensait que c'était une grippe carabinée. J'ai fini par aller voir un autre médecin qui m'a envoyé faire une radio. Et c'est comme ça qu'on a su. On m'a tout de suite dit que je devais être isolé et ne pas être en contact avec d'autres personnes. J'ai eu 2 heures pour préparer mes affaires. Une ambulance est venue me chercher et on m'a isolé pendant 7 semaines. Sonst so an Symptomen, Beschwerden? Ein bisschen Husten, sonst. Etwas Husten? Ja. Kein Fieber? Nein. Was macht's Gewicht? Ist wieder aufsteigend. Gut, das ist also im Normbereich. Die Tuberkulose ist auf der linken Seite hier sicherlich ausgedehnter. Aujourd'hui encore, Christophe Wörle ignore où il a pu être contaminé. Il y a plusieurs possibilités. Je suis allé en Amérique du Sud et là-bas, la tuberculose est plus répandue qu'ici. J'ai également fait du bénévolat auprès de SDF, qui sont une population à risque et qui peuvent constituer un foyer de contamination. Mais bon, je ne sais pas précisément. Les populations pauvres sont les premières victimes de la tuberculose. En Allemagne, la moitié des malades sont issus des couches sociales les plus défavorisées ou arrivent de pays où la tuberculose est encore largement répandue. À l'échelle mondiale, les pays en voie de développement sont les premiers touchés, avec 2 milliards de personnes concernées, soit un tiers de la population mondiale. Un nouveau vaccin pourrait remédier à cette situation dramatique. Mais pour l'industrie pharmaceutique, la mise au point d'un tel vaccin en vue de sa commercialisation serait à peine rentable. Alors, comment financer la recherche ? Faute d'aide publique suffisante, les universités sont toutes tributaires des investisseurs privés. Jetzt gibt's noch mal einen zweiten Hustenreiz, nicht erschrecken bitte. Grâce au large soutien financier de la fondation Bill Gates, l'Institut Max Planck à Berlin a pu développer un nouveau vaccin. Il constitue l'un des projets phares de la fondation. Et pour cause, avec le sida et le paludisme, la tuberculose reste l'une des premières causes infectieuses de décès dans le monde. On a réfléchi et on s'est dit, le BCG n'est pas un mauvais vaccin en soi. Il est efficace chez les nourrissons. Au lieu de développer un nouveau vaccin, pourquoi n'essayons-nous pas plutôt d'améliorer le BCG ? Nous avons déchiffré le génome de l'agent pathogène afin de déterminer ses moyens d'action et de comprendre en quoi il se distingue du vaccin. Nous savons à présent que le vaccin BCG possède environ 130 gènes de moins que l'agent pathogène. Et c'est dans ces gènes que se trouve plus ou moins présent le pouvoir pathogène.
Pourquoi est-il aussi difficile de fabriquer un vaccin efficace? L'agent de la tuberculose se cache dans nos cellules et n'est pas immédiatement reconnu par le système immunitaire. Cependant, nous avons dans notre sang un autre groupe de cellules, les lymphocytes T, qui sont des globules blancs capables de reconnaître une cellule infectée. Quand ils trouvent une cellule malade, soit ils l'aident à lutter contre l'agent pathogène, soit ils la tuent et tuent du même coup l'espace vital de l'agent pathogène. Les lymphocytes T jouent donc un rôle essentiel. Mais pour l'instant, il n'existe aucun vaccin qui stimule efficacement ces lymphocytes. Le but du vaccin que nous sommes en train de développer est justement de stimuler les lymphocytes T de façon plus ciblée et plus efficace. Une fois développé, le vaccin sera soumis à une longue série de tests et d'essais cliniques. Au moins 10 années s'écouleront avant sa mise sur le marché. En Allemagne, la Commission permanente aux vaccinations recommande presque chaque année de nouveaux vaccins. À l'heure actuelle, 12 vaccins sont recommandés pour les enfants. Si le terme « recommandation » sous-entend une relative liberté de choix, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, échapper à certains vaccins relève du défi. Recommandé en 2004, le vaccin contre la varicelle est depuis peu combiné au vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. L'industrie pharmaceutique prévoit même de stopper définitivement la fabrication du vaccin sous forme monovalente. Pourtant, la varicelle est perçue par de nombreux parents comme une maladie relativement bénigne. La varicelle peut entraîner un grand nombre de complications dont la plupart des gens n'ont pas connaissance. Dans de rares cas, elle peut entraîner une cécité, une encéphalite et toute une série de complications graves. Chaque année, plus de 1000 enfants entre 0 et 4 ans sont hospitalisés suite à une varicelle. Il ne s'agit donc pas d'une maladie aussi bénigne que ça. La commission aux vaccinations met en avant un facteur socio-économique. Lorsqu'un enfant contracte la varicelle, l'un des deux parents doit rester à la maison et prendre un congé de 2 semaines. Mais là n'est pas la principale préoccupation des parents. Leur priorité, connaître les bénéfices et les risques de chaque vaccin. Comme presque partout en Europe, la loi allemande prône la liberté de choix en matière de vaccination. En France, les vaccins contre la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie et la tuberculose sont obligatoires. Pour le reste, les parents sont libres de choisir quel vaccin est juste approprié pour leurs enfants. Mais confrontés à des pédiatres souvent débordés, beaucoup s'estiment mal informés sur le rapport risque-bénéfice de chaque vaccin. Avant de faire une vaccination, il est possible d'évaluer le rapport risque-bénéfice du vaccin. En ce moment, par exemple, je réfléchirais à 2 fois avant de recommander le vaccin contre la variole. Par contre, le vaccin contre le tétanos est indispensable. Lorsqu'une plaie est infectée, il peut toujours y avoir un risque d'infection tétanique. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Ensuite, lorsque l'enfant a 2 ans, il est aussi très important de faire la vaccination contre la rougeole. Globalement, on peut s'en tenir à ce schéma de vaccination. Pour les autres vaccins, tout dépend de l'histoire familiale et des antécédents médicaux du nourrisson. Il faut essayer de déterminer ce dont il a vraiment besoin. Ce qui est important, c'est d'attendre un peu et ne pas s'opposer d'emblée à la vaccination, ce qui serait aussi un non-sens. Plus l'enfant grandit, et mieux on saura quel type de vaccin il pourra supporter. Un choix difficile qui relève du casse-tête pour bien des parents. Conscient que la vaccination permet d'éviter de graves pathologies, la majorité d'entre eux optent pour. Quant au risque d'effets secondaires graves, ils ne seront jamais complètement exclus.